D'abord, bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Si on commence par connaître M. Slim. Alors, Slim Zral, je suis industriel dans l'emballage et membre du bureau directeur de l'IACE, qui est un business think tank qui existe depuis une quarantaine d'années en Tunisie. On parle aujourd'hui de ESG, donc j'ai un petit aperçu que tout le monde connaît, mais si on va le définir. ESG, il y a 3 lettres qui sont les acronymes d'environnement, social et gouvernance. Donc, en fait, ce sont des logiques aujourd'hui de gestion d'entreprise qui deviennent de plus en plus importantes dans le monde et qui vont au-delà de simplement les résultats financiers. Aujourd'hui, l'entreprise a un rôle environnemental, social et on lui demande aussi d'assurer une meilleure gouvernance. Le carbone, en fait, on en a parlé déjà depuis un certain temps. Il y a eu ce qu'on a appelé à une époque les accords de Kyoto. Et les accords de Kyoto avaient pour objectif d'essayer de faire baisser l'intensité carbone de la production industrielle sur la planète parce qu'on a fait un lien entre plus de carbone émis dans l'atmosphère, gaz à effet de serre et réchauffement climatique. Donc en réalité, vouloir réguler les émissions carbone, c'est quelque chose qui doit permettre de préserver la planète. On est dans cette logique. Donc les accords de Kyoto ont permis à une époque d'avoir un mécanisme mondial d'échange de crédits carbone. Donc on a mis des limitations sur certaines industries et on a permis qu'il y ait des échanges carbone. Ceci étant, ces accords se sont terminés, remplacés aujourd'hui par ce qu'on a appelé les accords de Paris, où on a voulu mettre en place un système qui limiterait l'augmentation de température de la planète à 1,5 degré à horizon, je crois, 2050 ou quelque chose comme ça. Et pour ce faire, donc, on a voulu que chacun des pays s'insère dans une logique de réduction de ses émissions carbone. À la différence de ce qu'on avait avec les accords de Kyoto, aujourd'hui, il n'y a plus un marché carbone mondial. Il y a quelques marchés régionaux, quelques marchés nationaux, et c'est tout, avec des possibilités d'échange entre ces différents marchés. Le seul marché international qui existe est ce qu'on appelle le marché volontaire. Mais en tant qu'industriel, il y a le problème du taxe carbone. Vous êtes un industriel quand même. Alors, la taxe carbone, aujourd'hui, quand on est industriel en Tunisie, on n'a pas de taxe carbone immédiatement. On a un système qui sera mis en place prochainement par l'Union européenne, qui est ce qui a été appelé le mécanisme d'ajustement aux frontières et qui va toucher certaines industries, pas toutes. Donc, certaines industries vont être impactées à court terme, d'autres le seront sur un timing plus long. Ce qui va être aussi impacté, c'est le transport, puisque le transport est un secteur très générateur d'émissions. Et en réalité, ça va toucher finalement l'ensemble des industriels, puisque transporter les marchandises va coûter un peu plus cher en raison de ces mécanismes d'ajustement aux frontières. Comment positionner la Tunisie dans le radar des investisseurs dans ce domaine, dans le crédit carbone? Alors, c'est une question qui est assez complexe parce qu'aujourd'hui, en fait, les différents États, dans le cadre des accords de Paris, se sont engagés à faire ce qu'on appelle une contribution nationale déterminée. Donc, les États ont dit on va réduire de temps nos émissions carbone. Mais en Tunisie, aujourd'hui, on n'a pas de cadre véritable de ce qu'on appelle du cap and trade. Donc, ce qu'ont fait un certain nombre de pays, c'est de dire par rapport à mon tissu industriel, je vais mettre des limites, et notamment par rapport à certaines industries, je vais leur imposer certaines limites d'émissions. Et si industriellement, ils n'arrivent pas à réduire au-delà d'un certain seuil, eh bien, ils pourront aller acheter des crédits carbone chez des projets qui, eux, sont des projets vertueux. En l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, nous allons investir en Tunisie massivement dans les énergies renouvelables, puisque nous avons une ressource qui est intéressante et nous avons la possibilité de le faire. Et il y a une politique nationale pour atteindre un pourcentage donné d'énergie renouvelable à horizon 2030, etc. Donc il y a un véritable mouvement pour ces énergies qui, elles, sont génératrices de crédits carbone. C'est-à-dire que quelque part, comment on va mesurer les crédits ou l'économie carbone que ces investissements vont générer? On a un mix énergétique qui existe aujourd'hui, qui produit, qui a une certaine intensité carbone. En passant aux énergies renouvelables, on va avoir des émissions plus faibles et la différence, c'est les crédits carbone qu'on pourrait générer. Comment utiliser ces crédits carbone? Alors, il y a ce que l'État a
s'est engagé à réaliser dans le cadre de la contribution nationale déterminée, ou de la contribution déterminée nationale. Donc, en fait, il y a un engagement de l'État tunisien. Au-delà, on peut imaginer des crédits qui pourraient être vendus. Donc, un détenteur de projet, quelqu'un qui investit aujourd'hui dans les énergies renouvelables, ce qu'il peut faire, c'est aller faire certifier d'une certaine manière les crédits qu'il génère et les vendre sur le marché volontaire. Sur le moyen long terme, si on veut structurer un marché en Tunisie, c'est un mécanisme qui doit être mis en place au niveau des autorités nationales pour décider quels sont finalement les quotas carbone qu'on accorde à telle ou telle industrie. Généralement, on commence par les industries les plus polluantes, par exemple la partie typiquement cimenterie, il y a aussi production d'énergie, etc. Les choses qui sont fortement génératrices, je dirais, d'émissions, pour essayer de mieux cantonner les émissions correspondantes. Et on va permettre aux projets qui, eux, sont vertueux de pouvoir vendre leurs crédits. Idéalement aussi, il y a un volet que je n'ai pas arrêté d'essayer de pousser, qui serait l'intégration de la Tunisie dans un marché qui est proche de nous, qui s'appelle l'EU ETS, qui est le marché carbone européen, qui est sans doute l'un des plus importants marchés qui existent aujourd'hui, où la tonne carbone a atteint encore récemment dans les 80 € la tonne, donc ce qui peut permettre de financer pas mal de choses. Et là, l'idée, c'est de dire à nos amis et partenaires européens qu'ils ont un levier de financement du développement de la Tunisie qui ne leur coûterait pas grand-chose au niveau du budget de l'UE, puisque ce seraient leurs entreprises polluantes qui pourraient venir acheter des crédits carbone générés en Tunisie. Et donc, on développerait finalement une économie bas carbone avantageuse en Tunisie et on permet à ces industriels européens, quelque part, de payer ce développement. Donc, il y a un mécanisme à trouver. Bien évidemment, le sujet est éminemment politique, puisqu'il faut des accords entre pays. C'est ma dernière question. Est-ce que le cadre politique illégal en Tunisie encourage pour ça ? Alors, la volonté politique, elle s'est matérialisée, je pense, par la création d'un secrétariat d'État aux énergies renouvelables, qui est quelque chose d'important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes par rapport à ce volet énergie renouvelable. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup d'actions, d'information et de formation autour des thématiques ESG au sens large. Donc, je pense qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée, qui est positive et sur laquelle il faut construire. Maintenant, si on veut aller plus vite et plus loin, il y a un volet peut-être d'interaction, mais qui ne dépend pas que de nous. C'est-à-dire que pouvoir adhérer à l'EU ETS pour vendre nos crédits carbone, il faut que l'Europe ait envie de le faire. Donc, dans le cadre de la politique de voisinage européenne, est-ce que les Européens ont envie de faire ça, d'ouvrir à des pays du Sud ? Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la Tunisie. Est-ce qu'il y a cette volonté de le faire ? Si oui, je pense qu'on devrait être parmi les premiers à essayer d'obtenir ce genre d'accord qui apporterait des financements importants en Tunisie. Par la suite, ce qu'il faut, c'est créer un écosystème plus rapidement que d'autres, un écosystème d'abord effectivement de cap and trade peut-être, et là je sais qu'il y a des travaux qui se font aujourd'hui, je ne sais pas quelle est leur échéance, mais en tout cas là c'est purement interne et on doit y réfléchir. Et ensuite, c'est de promouvoir peut-être plus toutes les facilités ou toutes les opportunités que nous pouvons avoir en Tunisie par rapport à des projets vertueux. Et on a justement, ce qui nous aide beaucoup en cela, c'est notre géographie. Donc on a la possibilité peut-être de mieux exploiter ce terrain et la proximité avec l'Europe comme marché potentiel pour une électricité verte, pour demain de l'hydrogène vert, même si on parle de l'hydrogène vert beaucoup, mais aujourd'hui, il faut d'abord faire de l'énergie verte pour pouvoir faire de l'hydrogène vert. Donc, c'est un autre sujet. Mais commençons déjà par plus de renouvelables. Il y a la possibilité de le faire. Il y a sans doute des investissements à faire au niveau du transport. Donc, là, il y a des investissements d'accompagnement que les autorités peuvent faire ou peuvent faire en PPP. Parce qu'il y a aussi
aujourd'hui la possibilité d'aller plus vite sur les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, je pense qu'il faut... Loin, là. Il y a des projets qui se font. Dans les renouvelables, les projets de concession, par exemple, c'est des PPP. Mais je pense qu'on n'en fait peut-être pas assez parce que les PPP, c'est un moyen de ne pas surcharger le budget de l'État, de ne pas prendre, j'ai envie de dire, des crédits en hors bilan, encore une fois, par rapport à l'État, et d'aller plus vite dans le développement des infrastructures. Or, les infrastructures sont la clé pour le développement économique. Si on a les bonnes infrastructures, on va attirer plus d'investisseurs, plus d'industriels, et on va développer notre économie.